Très heureux de vous accueillir cet après-midi au ministère et pour mettre en avant les travaux d'analyse d'accords d'entreprise menés depuis près d'une année par quatre universités, Strasbourg, l'Université de Lorraine, Paris-Dauphine et la Sorbonne, pour mieux connaître les pratiques et le contenu des accords sur des questions aussi importantes que la valorisation des parcours syndicaux dans les entreprises, l'accompagnement des salariés expérimentés, l'intégration de l'intelligence artificielle et du télétravail dans les organisations de travail. Vous verrez, chers étudiants et professeurs qui avez travaillé sur ces questions, que vos travaux intéressent très largement le réseau des acteurs du travail et du dialogue social. Voilà, que je remercie de sa présence nombreuse sur place ou en visioconférence, que ce soit les acteurs du dialogue social d'entreprise et des RH, représentants des organisations syndicales, des fédérations professionnelles, des opérateurs, des experts, des formateurs qui concourent à la compréhension et à la diffusion du dialogue social, ainsi que nos services déconcentrés et l'ensemble des partenaires de la Direction générale du travail. Évidemment, pour nous, cette réunion et cette rencontre est très importante pour mieux comprendre la façon dont la négociation d'entreprise se saisit, ou peut-être insuffisamment, vous nous le direz, des grands enjeux de la transformation du travail. À la DGT, vos travaux nous intéressent tout particulièrement, puisque dans notre politique de promotion du dialogue social, on a besoin d'être particulièrement attentif à la manière dont les acteurs se saisissent des nouvelles marges que le législateur a données à la négociation pour s'en saisir. Et c'est d'autant plus important que nous avons la conviction que nous avons besoin d'autant plus d'inventer des solutions collectives et même de recréer du collectif face aux grandes mutations du travail que nous traversons. Et l'une de nos missions à la Direction générale du travail, c'est bien évidemment de consolider une offre d'appui au dialogue social pour que les acteurs se saisissent de ces leviers, d'où notre intérêt pour vos travaux et pour cette rencontre. Alors, au niveau quantitatif, je le rappelle, c'est quand même toujours incontestablement le cas, et je pense que c'est un chiffre qui, moi, me marque beaucoup, c'est que le nombre d'accords d'entreprise depuis 2014 a quasiment doublé, près de 250 accords conclus chaque jour, près d'un tiers de ces accords qui concernent des entreprises de moins de 50 salariés. Mais au niveau qualitatif, il faut qu'on aille plus loin, et c'est notre objectif, et votre travail est précieux pour nous, il contribuera évidemment très fortement. Voilà. Et c'est d'autant plus important que nous devons non seulement outiller les acteurs, il faut aussi qu'on transmette notre foi dans le dialogue social. Et voilà, je crois que vous partagerez avec nous cet après-midi aussi ce que vous avez appris de ces travaux, les questions qu'ils posent sans doute, et plus largement votre perception du dialogue social. Et nos grands témoins qui réagiront à la présentation de vos travaux cet après-midi, et dont je remercie pour leur présence, Sophie Thierry, Sozik Sarrazin, Gilles Gâteau et Jean-Dominique Simon-Poli, interviendront en écho pour partager avec nous, avec vous, leurs réactions quant à vos travaux et également plus largement leurs convictions en matière de dialogue social. Voilà, sans plus attendre, je propose de vous laisser la parole. Et voilà, je propose à Hélène d'ordonnancer la suite de l'après-midi qui va être très très dense comme je vous l'ai annoncé. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général du Travail. Merci de votre présence aujourd'hui. Donc, comme l'a indiqué Pierre Ramin, nous allons vous entendre sur des restitutions d'analyse d'accords d'entreprise. Alors, les étudiants du Master 2 de droit social de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, dirigés par Bérénice Bauduin et Pascal Lokiek, vont commencer à leur première restitution. Tous les travaux réalisés par les étudiants, les rapports sont ici. Nous ne les quittons plus parce qu'ils sont d'une très très grande richesse. Vraiment, nous les en remercions. Ces étudiants ont étudié 300 accords d'entreprise signés entre 2021 et 2025 portant sur la valorisation des parcours syndicaux. Les étudiants, vous avez notamment étudié les points clés à retenir de la négociation d'entreprise sur cette thématique, les bonnes pratiques qui peuvent être détectées, les propositions d'action qui doivent être encouragées. J'invite la délégation du master à venir sur scène, Grace Gozo, Kylian Hoffmann, Emma Jouison, Clara Marchal, pour présenter leurs analyses. J'invite également
J'invite également Jean-Dominique Simon-Poli, président du conseil d'administration de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fondateur de l'association Dialogue, président de la Fabrique du social, à se joindre à eux. Bonjour à tous et à toutes. Avant d'entamer la présentation de notre rapport, nous tenions à remercier la DGT pour l'ensemble de ce projet autour du dialogue social et l'organisation de ce colloque. Et nous tenions également à remercier nos enseignants, Madame Bérénice Baudouin et le professeur Pascal Lequec, pour leur accompagnement tout au long de notre travail d'analyse et de rédaction. Donc, la question de la valorisation des parcours syndicaux n'est pas une question totalement étrangère à notre droit du travail français. En effet, le Code du travail aborde cette problématique sous divers angles. En tant que thème de négociation collective, dans le cadre de l'égalité professionnelle, par exemple, il prévoit aussi des dispositions relatives à l'organisation d'un entretien en début et en fin de mandat qui a vocation à identifier les compétences acquises et leurs modalités de valorisation. Sont également envisagées des garanties minimales d'évolution de la rémunération pour éviter que l'exercice du mandat de délégués syndicaux puisse affecter de manière négative la carrière du représentant du personnel. Toutefois, ce cadre législatif apparaît comme étant insuffisant pour assurer une valorisation effective des parcours syndicaux, puisque cette dernière dépend en réalité du contenu des accords qui sont conclus au niveau des branches et des entreprises. Donc, partant, le travail d'analyse qui a été mené par les étudiants du Master 2 droit social de l'Université Paris 1 tendait justement à apprécier la façon dont la négociation collective appréhendait la valorisation des parcours syndicaux et à identifier les tendances dominantes, les lacunes récurrentes, mais également les pratiques les plus abouties, et ce sur la base d'un corpus d'accords de 300 accords collectifs. L'un des premiers constats les plus frappants a été le décalage entre, d'un côté, l'affirmation de principes essentiels tels que la non-discrimination, l'égalité de traitement ou encore l'accompagnement des salariés mandatés ou élus, et de l'autre, l'imprécision quant aux modalités de mise en œuvre effective de ces mêmes principes et objectifs. Or, dans un contexte de faible syndicalisation et d'un difficile renouvellement des représentants du personnel, la valorisation des parcours syndicaux apparaît comme étant cruciale, puisque elle constitue là l'un des principaux leviers d'action dont disposent les entreprises pour justement relancer l'attractivité de ces mêmes mandats en fonction de la façon dont ces parcours sont sécurisés, accompagnés et valorisés. Et in fine, c'est le dialogue social, tout comme les relations professionnelles, qui vont en ressortir plus légitimes et d'une meilleure qualité. Donc, de notre travail d'analyse ressort 3 principaux points qui vont à présent vous être présentés par mes camarades, que sont les types d'accords conclus, la protection en cours de mandat et ce qui est prévu à l'issue de ces mêmes mandats. Bonjour à tous. Dans un premier temps, les accords dépendent d'un contexte favorable au dialogue social. En effet, 99% des accords que nous avons pu étudier ont été conclus avec un délégué syndical, ce qui montre bien que la représentation syndicale était installée dans l'entreprise. Toutefois, ce n'est pas tout. Pour arriver à une vraie valorisation des parcours syndicaux, ça va demander la mise en place de dispositifs précis et concrets qui ne pourront être amenés que par une réelle confiance entre les acteurs. Et cette telle confiance ne pourra être amenée que par un contexte stable. Concernant la stabilité, la durée des accords nous en dit beaucoup. En effet, 65% des accords qui ont été étudiés étaient à durée indéterminée, ce qui montrait bien cette volonté d'instaurer des mécanismes stables dans le temps et d'accompagner les carrières professionnelles. Toutefois, 35% des accords étaient conclus à durée déterminée. Cela peut s'expliquer par 2 logiques, soit une échéance électorale, soit le fait de s'adapter au cycle du dialogue social. Donc on voit bien que la négociation collective oscille entre d'un côté adaptation et de l'autre stabilité. Nous voulions également souligner un point, ou plutôt un chiffre, 4. 4, c'est le nombre d'accords collectifs étudiés
dédiés spécifiquement à la valorisation des parcours syndicaux. C'est très peu. Ça représente seulement 1% des accords étudiés. On voit donc bien que la thématique de la valorisation des parcours syndicaux est analysée comme quelque chose de général et de transversal et qu'elle n'est pas vue comme une thématique autonome. En effet, lorsqu'on a pu analyser ces accords, on s'est rendu compte qu'ils ressemblaient plus à des énoncés de principes directeurs, l'affirmation de grands principes, sans pour autant être par la suite traduits par des vrais mécanismes, par des vrais dispositifs précis et concrets. On voyait bien qu'il y avait donc une grande différence entre les grands principes et la traduction dans la pratique. Enfin, dans un second temps, avant même de protéger ou de valoriser ces parcours syndicaux, encore faut-il que les salariés aient connaissance de l'existence de ces parcours syndicaux. C'est essentiel de mettre en place des actions de sensibilisation, de communication auprès des salariés pour leur faire connaître l'existence de cet engagement syndical. Très peu d'accords collectifs étudiés mettaient en place ces dispositifs. Il y en a quand même tout de même qui en ont mis en place. On a pu par exemple voir des accords qui mettaient en place des distributions de supports papier au moment de conclusion d'un accord collectif, ou encore des distributions de livrets d'accueil où dedans on présentait les institutions représentatives dans l'entreprise. Ce qui montre que si certains accords collectifs l'ont fait, ce n'est pas impossible. Enfin, dans un dernier temps, nous voulions souligner l'embauche des nouveaux salariés dans l'entreprise. En effet, ces nouveaux salariés sont trop souvent oubliés. Certains accords prévoient la distribution de livrets d'accueil, mais ces livrets d'accueil ont plus une finalité logistique et de productivité. Alors que, comme certains accords collectifs l'ont fait, ils pourraient inclure une liste de leurs droits collectifs, une présentation des institutions représentatives ou encore expliquer la place de la culture de l'engagement syndical dans l'entreprise. C'est pourtant un levier essentiel puisque c'est à ce moment, dans l'arrivée de l'entreprise, que peuvent naître des véritables vocations. Bonjour à tous. Sur la partie de la protection en cours de mandat, on a plusieurs idées, dans le sens où l'entretien en début de mandat est par exemple abordé dans quasiment tous les accords collectifs qu'on a pu rencontrer. Mais le régime de cet entretien de début de mandat est variable, avec peu de modalités précises. Ensuite, on a la question de l'entretien en cours de mandat, qui lui va représenter le vrai outil d'adaptation de la charge de travail. Celui-là est assez peu prévu par les accords collectifs. Et quand ils le sont, c'est assez flou. On a peu de stipulations précises sur ces entretiens en cours de mandat. Ce qui est dommage, puisque c'est là où on a une vraie adaptation de la charge de travail en cours de mandat, qui serait possible et qui est donc impactée par cette absence. On a aussi toute la question du rôle de l'encadrement. La formation des managers est assez peu abordée par les accords collectifs, ce qui nous semble dommage puisque le manager est vraiment celui qui va pouvoir déceler les difficultés rencontrées par le salarié en cours de mandat et adapter la charge de travail en suivant. Donc le fait qu'il n'y ait pas cet entretien en cours de mandat et que le manager ne soit pas formé, on voit une vraie difficulté pour le salarié mandaté à l'adaptation de son rôle en fait. Une deuxième idée, c'est l'égalité de traitement, la non-discrimination, qui sont beaucoup abordées dans les accords, mais souvent ça va se rapporter à une posture de principe, puisqu'on ne va pas avoir d'outils de contrôle en fait. Et par exemple, ce qui nous montre bien ce type de décalage entre l'affirmation et la pratique, ça va être la rémunération. Typiquement, c'est beaucoup abordé dans les accords collectifs que nous avons étudiés, mais le périmètre est flou. Un exemple encore plus précis, ce serait celui de la rémunération variable. Souvent, dans les accords collectifs, il y avait deux mécanismes qui étaient envisagés. Soit celui d'adapter les objectifs du salarié mandaté au temps consacré à l'activité professionnelle, soit le fait de faire une moyenne de la rémunération variable par rapport à la carrière antérieure au mandat ou par rapport aux salariés dans une situation comparable qui, eux, ne seraient pas mandatés.
C'est d'ailleurs cette deuxième idée qui est privilégiée quand une grande partie de l'activité est consacrée au mandat. Le problème de ces idées de moyenne et de comparaison, c'est qu'il faut avoir des données pour comparer. Et c'est souvent très peu prévu, où il peut y avoir une difficulté de récupérer ces données-là. Et donc, on voit qu'il y a une vraie difficulté par rapport au principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination, puisqu'on affirme ce besoin et cette volonté, mais on va avoir très peu d'outils pour réellement comparer ce qui s'y passe. Donc c'est très difficile de dire que le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination est bien respecté dans l'entreprise par rapport aux salariés mandatés. En ce qui concerne la formation des salariés mandatés maintenant, nous avons fait le constat que la plupart des accords se limitaient à garantir l'accès à des dispositifs de droit commun qui s'adressent à l'ensemble des salariés. Donc je parle par exemple des entretiens professionnels, des bilans de compétences ou bien de la possibilité de valider des acquis d'expérience. Et si c'est évidemment une garantie qui est déjà précieuse, étant donné le risque de décrochage des salariés mandatés, il est sans doute nécessaire d'aller au-delà parce que le mandat requiert des compétences spécifiques et donc la mise en place de formations ciblées, notamment en droit du travail, sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ou encore en technique de négociation ou de communication. Et les entreprises qui mettaient en place de tels dispositifs étaient trop rares, alors que l'intérêt est au moins double. D'une part, pour l'employeur, c'est avoir la garantie de s'adresser à des interlocuteurs compétents. Et ensuite, pour les salariés mandatés eux-mêmes, c'est un véritable levier de valorisation du mandat par la suite, puisque la formation permet d'attester de l'acquisition de compétences et d'expériences nouvelles au cours du mandat. Donc pour en venir maintenant à ce deuxième point de la valorisation du mandat comme expérience professionnelle, ce qu'on a vu, c'est que la majorité des accords mettaient en place des actions de protection plutôt que des actions de soutien et de valorisation du mandat comme expérience professionnelle. Donc c'était plutôt, ça visait à protéger contre les discriminations et les effets négatifs que pourrait avoir le mandat sur la carrière, alors qu'il est possible d'aller plus loin, puisque, on l'a dit, le mandat, ce sont des compétences particulières qui peuvent donner lieu à une évolution professionnelle et de carrière. Et finalement, on a l'impression un peu paradoxale que le salarié mandaté est mis à l'écart, mis en retrait et qu'il faut le protéger pendant une absence, alors qu'au contraire, on a l'impression que le mandat, c'est synonyme d'un investissement accru dans la vie de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que les entreprises gagneraient plus largement à mettre en place des dispositifs pour valoriser le mandat comme expérience professionnelle. Donc par exemple, en mettant en place un entretien avec les ressources humaines et la hiérarchie du salarié de manière systématique et anticipée, parce qu'il faut s'y prendre avant la fin du mandat, pour donc identifier les compétences acquises, mais aussi les besoins de formation et assurer comme ça une transition professionnelle plus fluide. Nous avons vu aussi des dispositifs de tutorat, de mentorat ou de coaching qui nous paraissaient intéressants. Et enfin, nous avons relevé qu'une entreprise avait fait un travail d'analyse des parcours de réinsertion des anciens salariés mandatés pour proposer aux futures générations de salariés mandatés des propositions, de faire des propositions plus cohérentes pour leur évolution de carrière. Donc, ainsi, l'analyse du corpus d'accords collectifs étudiés met en évidence une évolution réelle. Les accords ne se contentent plus de rappeler des principes essentiels et vont au-delà en prévoyant des dispositifs, par exemple, relatifs à l'accompagnement du mandat, au maintien des compétences ou encore à la sécurisation des parcours professionnels. Même si on l'a vu et on l'a répété, la mise en œuvre effective de ces mêmes dispositifs pêche encore dans la réalité. Par ailleurs, il peut être assez désolant de constater qu'une majorité d'accords s'obstine à apercevoir le mandat dans une vision négative comme un frein ou un poids aux trajectoires professionnelles qu'il faudrait absolument contrebalancer ou compenser par le biais de garanties en matière de rémunération ou encore de formation. Et rares sont les accords qui, au contraire, raisonnent sur une réelle logique de reconnaissance et conçoivent le mandat comme une plus-value qu'il faut encourager, développer et promouvoir. Or, face à la place qu'occupe le dialogue social dans les relations de travail, il en va de l'intérêt de tous,
employeurs comme salariés, de se retrouver face à des interlocuteurs qui sont compétents, reconnus et valorisés, et que par le biais de la négociation collective, perdurent de manière qualitative des échanges et des interactions sociales, facteurs de paix sociale au sein de la planète travail. Merci pour votre écoute. Eh bien, merci à vous. Vos travaux sont très applaudis. Moi, pour les avoir lus, je trouve que c'est vraiment un travail excellent que vous avez mené. Il y a peu de travaux d'ailleurs sur cette question de la valorisation des parcours syndicaux. 300 accords qui ont été étudiés. Vous avez mis comment dirais-je, le doigt sur certaines dispositions qui sont légales depuis bien longtemps, mais qui ont du mal à s'appliquer dans les entreprises. Je pense à la question de l'entretien de début de mandat. Tout ça pour dire qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir des dispositifs législatifs qui soient fixés pour que les pratiques sociales puissent évoluer favorablement. Moi, ce que je voudrais intervenir sur un point essentiellement, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser véritablement les parcours syndicaux. C'est une question importante parce que il y a les travaux qui avaient été menés par la DGT, il y a les travaux de l'AFPA sur cette question-là, des dispositifs qui avaient été mis en place, mais on voit bien qu'on se trouve toujours face à des difficultés réelles. C'est comment ces dispositifs ils sont valorisés, ils sont pris en charge dans l'entreprise et comment ça permet aux acteurs de pouvoir s'en emparer. Moi, je trouve que là-dessus, on a une vraie difficulté. Alors, nous, on avait contourné un peu la difficulté à l'époque. Enfin, on avait contourné. On avait tenté de mettre en place un dispositif de valorisation des parcours syndicaux il y a une dizaine d'années maintenant. Et en plus, avec le rapport que j'avais fait avec Gilles Gâteau, on avait là aussi insisté fortement là-dessus, qui consistait à dire finalement qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse dans l'entreprise. Et nous, c'était focalisé sur l'entreprise, pas la branche, ni le niveau interpro, mais l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, vous avez des directions d'entreprise, vous avez des délégués syndicaux, vous avez des élus du personnel qui travaillent tous les jours ensemble, qui se connaissent, qui s'apprécient ou qui s'apprécient pas, peu importe, mais en tout cas qui ont un regard et qui peuvent créer en tout cas de la confiance, que vous avez indiqué au départ et dans vos conclusions également. Il faut créer de la confiance. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est un dispositif où finalement on demande aux acteurs eux-mêmes de travailler sur cette question-là. C'est-à-dire on les réunit, direction syndicat, et autour d'une question qui était qu'est-ce qu'on fait des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat ? D'abord, comment on les définit, ces compétences ? Donc, on les a fait travailler ensemble. Prenons un mandat de secrétaire de CSE ou un mandat de, je sais pas moi, de secrétaire de CSSCT, et on définit une dizaine de compétences, pas plus. Hein, c'est des compétences transverses la plupart du temps. Et comment ces compétences-là, une fois qu'elles ont été définies ensemble entre les syndicats et les directions, comment on les apprécie ? Qui est-ce qui va dire cette compétence-là, oui, finalement, elle est acquise ou elle n'est pas acquise, ou il faut faire un effort pour l'acquérir. Et à partir de là, quel type de formation on peut proposer aux responsables syndicaux, aux responsables du personnel, pour qu'ils puissent acquérir les compétences qui lui sont nécessaires à l'exercice de son mandat. Donc on a fait ce travail-là, mandat par mandat, et compétence par compétence, une dizaine de compétences par mandat. Et un dispositif d'appréciation des compétences. Qu'est-ce qui va les apprécier in fine ? Parce que moi, je peux dire, je suis élu du personnel, donc voilà, cette compétence-là, je l'ai. Secrétaire de CSE, la compétence qui est indiquée, je l'ai naturellement. On l'a pas naturellement, sa compétence. Soit on a besoin de formation, soit on l'acquiert également par le savoir-faire, l'expérience et autres. Mais en tout cas, comment on peut la valoriser et comment on peut l'apprécier ? Le système d'appréciation, il est aussi commun. La compétence, elle est appréciée à la fois par le président du CSE, s'il s'agit d'un CSE par exemple, et par l'organisation syndicale du syndicaliste en question. Et tout ça pour arriver à la situation qui était à l'époque, qui était celle-là, c'est que quand on arrivait à la fin de l'exercice d'un mandat, 6 mois avant, le syndicaliste pouvait dire, écoutez, moi j'ai envie de reprendre une activité professionnelle classique, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, et qu'est-ce que je peux faire avec les compétences additionnelles que j'ai acquises dans l'exercice de mon mandat ?
Et à partir de là, on a des expériences. Moi, j'ai souvenir de parcours de militants syndicaux qui étaient ouvriers à l'origine quand ils ont pris la présidence d'un CSE, par exemple, et qui se sont retrouvés après agents de maîtrise en sortant parce qu'ils ont pu acquérir des compétences en matière de management, parce qu'ils dirigeaient une équipe de salariés éventuellement du CSE, de rédactionnel, puisque il faut faire les PV et puis il faut faire l'ordre du jour avec le président. Donc comment tout ça, on peut l'acquérir et le valoriser, et qui, in fine, avait un parcours de professionnel qui était, comment dirais-je, imprégné de ces nouvelles compétences acquises dans l'exercice d'un mandat. Alors je ne dis pas que tout ça est facile, hein, parce qu'on a à la fois des réticences du côté des directions, qui considèrent que, oui, c'est d'accord, on a pu acquérir des compétences, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est manager naturellement. Donc, il faut faire ce qu'on appelle des vita-vie, comme on connaît dans les entreprises. Mais aussi du côté syndical, il y a des syndicats qui considéraient que dès l'instant enfin, des élus qui considéraient que dès l'instant où ils étaient élus, ils avaient les compétences qui étaient nécessaires à l'exercice de leur mandat. Donc, on était dans une situation qui était extrêmement compliquée. Moi, ce que je peux dire, c'est que on l'a fait, cette expérience-là, on l'a menée avec des accords, la plupart du temps, avec tous les syndicats et les directions. Ça mettait du temps pour se nouer tout ça. Mais on l'a fait dans une trentaine d'entreprises. Bon, essentiellement des grandes entreprises. Certaines ont eu d'ailleurs des prix. Je pense à EDF. Je ne sais pas si vous l'avez... il faisait partie de votre panel. EDF qui a mis en place le dispositif et qui... c'est un dispositif qui vit aujourd'hui encore. J'ai en tête Renault aussi, où ils sont très satisfaits de la manière dont ce dispositif se développe dans les entreprises. Dans leur entreprise, en tout cas. Et ça permet plusieurs choses. La première, c'est que ça donne, je crois, fondamentalement une autre image d'un mandat électif ou d'un mandat désignatif. Ça montre à l'entreprise, au corps social, qu'on peut faire du syndicalisme, où on peut avoir un mandat d'élu, du personnel, sans que ça nuise à la carrière professionnelle. Voire même, ça peut être un accélérateur de carrière pour un certain nombre d'entre eux. Donc ça, c'est déjà un point, moi, je trouve, un point extrêmement important. Ce que je regrette, franchement, je vous le dis parce qu'on est entre nous un peu, mais c'est l'ANI de 2024, de novembre 2024, et la loi d'octobre 2025 qui a mis un frein aux 3 mandats successifs. Vous savez, dans les ordonnances Macron, il était prévu qu'un élu, au bout de 3 mandats, il quittait sa responsabilité, et je pense au mandat lourd, au mandat permanent, et il repartait dans une activité professionnelle normale. Bon. Les dispositifs de valorisation des parcours syndicaux, ils avaient leur intérêt dans le cadre de ce dispositif-là, parce qu'ils mettaient en valeur les compétences acquises et comment les parcours professionnels pouvaient s'imprégner des parcours syndicaux. Dès l'instant où on fait sauter cette disposition, alors on va se retrouver dans la situation que j'ai bien connue, moi, quand j'étais militant syndical. On avait des responsables syndicaux qui prenaient un mandat à 40 ans et qui allaient jusqu'à la retraite, voilà. Et après, on avait les jeunes qui étaient là, ils ne pouvaient pas prendre des responsabilités syndicales parce qu'il y avait une espèce de plafond de verre des plus anciens qui ne voulaient pas quitter leur mandat. Pour des raisons d'ailleurs que vous soulignez vous-même, hein. La discrimination qu'on peut connaître dans l'exercice d'un mandat, le fait que c'est pas bien vécu. Puis, bon, voilà. Donc on avait des gens qui restaient en responsabilité jusqu'au départ de la retraite. Et donc les plus jeunes, ils attendaient d'exercer des responsabilités et elles ne venaient jamais, ces responsabilités nouvelles. Et donc ça créait une situation où on avait des jeunes qui lâchaient l'affaire, comme on dit. Alors quand on sait déjà qu'ils ont du mal à rentrer dans des fonctions syndicales, alors si en plus on leur dit mais il y a une espèce de plafond de verre, il y en aura encore moins demain. Donc je pense que ça a été une ânnerie, cette ANI, qui a été signée d'ailleurs, c'est pas surprenant, hein, il a été signé par tous les syndicats et le patronat. C'est peut-être un des seuls ANI, je ne sais pas Pierre, mais qui est signé par tous les syndicats depuis de nombreuses années. Celui-là, en tout cas, qui montre à l'évidence que du côté syndical, plutôt que de s'atteler à cette question, comment on peut faire pour valoriser un peu les parcours syndicaux, pour donner envie à des jeunes de rentrer dans les syndicats, on a pris le problème à l'envers, en tout cas de mauvaise façon. On a dit supprimons les trucs qui nous emmerdent, pardonnez-moi l'expression, comme ça va nous permettre non, ça ne permettra rien. Ça ne va pas accélérer la syndicalisation des plus jeunes, me semble-t-il. Donc ça, c'est un espèce de coup de colère, hein, devant mais le ministre n'est pas là, dommage, mais j'ai l'occasion de lui dire, mais que, enfin voilà, c'est pas de nature en tout cas à valoriser les parcours syndicaux d'avoir mis fin à cette disposition.
Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Peut-être un dernier mot sur parce que vous abordez dans votre rapport toutes les dimensions salariales, primes, etc. Alors, la loi Rebsamen, elle avait répondu quand même en partie à tous ces dispositifs, hein, puisque vous savez que pour les syndicalistes en responsabilité, en particulier les mandats lourds ou les mandats permanents, il y a des dispositions qui existent, qui permettent à ce qu'on leur maintient le niveau moyen de primes qui sont accordés à leurs collègues de travail. Et puis, il y a aussi des exemples qui existent dans les entreprises où on a des comparatifs entre le panel de salariés, je pense toujours à EDF parce que c'était un des premiers à mettre ça sur pied à l'époque, où les syndicalistes sont comparés à des panels de salariés, de gens rentrés en même temps qu'eux, avec les mêmes qualifications qu'eux, et on arrive à ajuster les salaires. Donc il y a eu des efforts de fait, des progrès de fait par les pouvoirs publics ces dernières années, et je crois qu'il faut les encourager à l'avenir également. Voilà. Merci beaucoup Jean-Dominique Simon-Poli, à la délégation du master de vos restitutions, de vos observations, de votre coup de colère. Est-ce que cela suscite des réactions dans la salle ou pour la quarantaine d'invités, de partenaires qui sont connectés, des questions? N'hésitez pas à les poser. Oui, alors je vois une main qui se lève. Voilà. Juste le temps de vous apporter un micro. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce rapport et pour cette présentation que j'ai trouvé vraiment très 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 intéressant. Bravo pour le travail effectué. J'ai juste une petite question. Il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans ce que vous avez dit, c'est la question des compétences, de la reconnaissance des compétences syndicales, on pourrait dire. Et moi je vois quand même un petit danger dans cette reconnaissance. C'est, à mon sens, ça postule la solubilité du mandat et singulièrement du mandat syndical dans l'organisation de l'entreprise, et dès lors que l'on met en place qu'on réfléchit avec une logique compétence, on met en place généralement un référentiel de compétences, et donc je m'interroge là-dessus. Est-ce que dans votre analyse des accords, alors j'ai bien compris qu'il y avait peu d'accords qui parlaient en réalité de cela, est-ce que dans l'élaboration du référentiel de compétences, est-ce que cet élément qui devrait être une priorité à mon sens, c'est-à-dire vérifier que dans la façon dont les compétences sont définies et surtout évaluées, il n'y ait pas une façon, enfin que la façon dont elles sont définies et évaluées ne permettent pas de façonner une sorte de représentant syndical idéal pour l'entreprise qui aurait des compétences de dialogue, d'accepter, et des compétences qui du coup ne correspondent pas, par exemple, à un syndicalisme plus orienté vers la grève, par exemple. Voilà. Est-ce que cette limite-là que j'identifie et qui pourrait peut-être être identifiée ou pas, hein, d'ailleurs, est prise en compte par les acteurs du dialogue social? Moi, je peux donner un avis. Après, j'ai pas été à l'écriture du rapport, mais c'est une question la question que vous posez, elle est tout à fait pertinente. C'est vrai que c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il faut traiter les compétences et le référentiel de compétences de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Et c'est la raison pour laquelle nous, tout ce qu'on proposait était co-construit entre la direction et les syndicats. Ils écrivaient ça ensemble. Par exemple, la question que vous évoquez, on peut être un syndicaliste très véhément, très contestataire, et en même temps porter très bien les revendications de ses collègues. Et la question de la compétence c'était est-ce que le syndicaliste en question, il porte bien comment dirais-je, il est de nature à bien répertorier les revendications et à les porter auprès de la direction. On peut dire il le fait bien. Après, on peut être en désaccord sur les revendications posées, mais en même temps, c'est pas le sujet. La question, c'est de savoir est-ce qu'il fait bien son travail de syndicaliste. Et c'est là-dessus qu'il est apprécié. C'est pas sur la nature même des revendications, c'est sur la façon dont il les porte. Dans le respect des individus, dans le respect de la liberté de parole de chacun, mais on peut être un très bon syndicaliste, être très véhément et en même temps être très respectueux des règles du dialogue social. Et ce qui est apprécié, c'est ça, c'est ce respect des règles du dialogue social, plus que et pas le contenu des revendications. Merci beaucoup à la fois de cette question et de vos apports, Jean-Dominique Simon-Poli. Une autre question, j'ai vu une main... Voilà, du côté... Voilà, Coralie, voilà.
moi je vais aller. Bonjour à toutes et tous, bravo pour cette présentation qui est un bel exercice tant sur le fond que sur la forme, encore une fois bravo. Donc nous à France Travail on a un accord spécifique sur la valorisation des parcours syndicaux depuis 2024 et pour illustrer une difficulté qu'on a eue lors de la négociation et qui me semble aussi importante dans ce sujet de la VPS, c'était difficile de se mettre d'accord autour de la table avec les différentes organisations syndicales sur les définitions de ce qui est une compétence, telle ou telle compétence qu'on peut reconnaître dans tel ou tel mandat. Donc, ce qui fait que la négociation a vite été limitée. On n'a pas pu aller assez loin dans les dispositifs de valorisation puisque la direction et surtout les organisations syndicales entre elles n'ont pas pu se mettre d'accord sur les compétences nécessaires pour être secrétaire d'un CSE par exemple ou trésorier. Donc ça, c'était une vraie limite dans notre négociation. Et l'autre difficulté que nous avons eue, et ça va être ma question, c'est que nous avons des dispositifs d'accompagnement pour les élus mandatés qui sont un peu sous la forme d'une sorte de VAE spécifique dédiée, sans automaticité de reconnaissance des compétences, mais avec cette logique de VAE. Néanmoins, les agents ne s'en saisissent pas du tout. Ça fait 2 ans que notre accord est en vigueur. On a sur les à peu près 3000 salariés qui ont un mandat, on en a 1 ou 2 qui se sont saisis de ce dispositif. Donc la question que je vous pose, c'est quel levier nous pourrions activer pour permettre à ces élus de se saisir des dispositifs de l'accord que leurs organisations syndicales ont négociés. Bonjour, merci de votre question. Pour le coup, et ça c'est un avis très personnel que votre question a suscité, je pense que, comme ce que Kylian disait, déjà une forme d'information, de mettre à disposition le fait que ce dispositif existe, peut-être valoriser ce que ça peut apporter dans la progression des compétences, comme disait Monsieur Simon Poli, sur l'espèce de booster de carrière que ça peut être dans le retour à l'activité. Peut-être aussi, comme on l'a expliqué dans notre institution, une formation des managers qui pourraient peut-être encourager ces salariés mandatés en disant il faut que tu y ailles, il faut que tu... Parce que dans ton retour à l'activité, ce sera plus simple aussi derrière. Et je pense vraiment sensibiliser ces salariés mandatés sur le bienfait que ça peut avoir dans leur carrière et peut-être même faire, je sais pas, peut-être des petits groupes de salariés mandatés en disant là, vous êtes par exemple, vous arrivez en fin de mandat, voilà ce que nous on peut vous proposer pour valoriser ce que vous avez acquis. Et peut-être qu'au lieu d'avoir une forme de dispositif individuel et volontaire, peut-être faire des petites réunions en disant le terme approche bientôt, voilà ce qu'on vous propose. Merci pour votre question. Je pense que, comme Emma l'a dit, c'est personnel bien évidemment, mais je pense qu'avant tout, il faut les rassurer, leur expliquer que s'ils décident de prendre ce mandat, je pense que, quand je parle autour de moi de l'engagement syndical, ce qui revient le plus souvent, c'est que ils ont peur. En réalité, ils ont peur de devoir mettre qu'il y ait un frein à leur carrière professionnelle, ou ils ont peur qu'il y ait un frein à leur rémunération, de perdre de l'argent. Donc je pense que peut-être avant tout les rassurer, leur expliquer que ça va vraiment, comme Emma l'a dit, bénéfique pour eux et que ce ne sera pas négatif, que vraiment il y a vraiment des dispositifs pour éviter ces discriminations syndicales, de montrer qu'il y a vraiment des instruments qui permettent d'éviter toute leur peur en réalité. Je pense que ça peut être un bon mécanisme, une belle voie. Merci. Voilà, il y a une autre question que l'on va prendre. On vous écoute. Bonjour, excusez-moi, merci déjà pour votre intervention. Je me permets de réagir en tant que syndicaliste parce que j'ai participé à l'accord qui n'a pas abouti sur la GEPP élue dans la mesure où la direction était assez frileuse et ne voulait pas englober aussi les mandats externes comme le mandat prud'homal, alors que c'est aussi un investissement quand on est conseiller prud'homal ou quand on a un mandat d'élu. Donc je trouve que c'est intéressant aussi à en parler. Je peux vous demander de parler dans le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui. Et je me permets de réagir à
à votre coup de gueule par rapport à la fin de la suppression des 3 mandats. Moi, je pense qu'au contraire, c'est sagesse, parce que depuis qu'il y a la mise en place du CSE, c'est quelque chose de très lourd d'être élu, parce qu'on a regroupé les 3 instances, et que de regrouper CE, DP et CHSCT au sein d'une seule institution, ça demande un réel engagement. Et ce qui se passe, et vous devez l'avoir vu certainement dans les premières conclusions qui arrivent sur la mise en place du CSE, c'est qu'il y a une fatigue énorme des élus compte tenu de la charge que ça représente. Donc, en fait, il n'y a pas tellement de personnes qui se bousculent pour remplacer les personnes qui sont déjà en place. Et heureusement qu'on a fait sauter le verrou, parce que sinon, je pense qu'on n'aura vraiment plus beaucoup de personnes en raison de l'alourdissement du mandat qui est au cœur avec le CSE. Et je pense qu'on a vraiment marqué un tournant. Et moi, je pense que s'il y a eu justement un consensus dans la signature de cette année, c'est qu'il y a vraiment des raisons de fond. Et en tant que syndicaliste, je pense que tous bords confondus, il y a vraiment eu un soulagement par rapport au fait que ce verrou a sauté, parce que c'est lourd. On fait des sacrifices aussi sur notre temps personnel. Et moi, c'est un coup de colère, mais dans l'autre sens. C'est le fait que, pour une fois, on a été entendu. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de votre réaction, de vos apports. Voilà le temps. Alors, on va prendre encore une question. Voilà. Alors. Bonjour, moi je suis aussi syndicaliste du coup, et aussi j'étais conseiller prud'homal. Et j'ai dû négocier ce type d'accord et j'ai essayé de les faire appliquer. Et je pense que vous avez vraiment mis le doigt sur des points hyper intéressants, comme le fait que finalement, il y a dans le prologue, dans l'introduction, les employeurs, ils ont toujours beaucoup de bonne volonté, lutter contre les discriminations, lutter contre le harcèlement, l'égalité des chances, etc. Et puis finalement, dans les dispositifs après, c'est très flou. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez comparé ce qu'il y avait dans les accords avec finalement le légal ? Parce que ne pas discriminer, c'est du légal. Repsamen sur le déroulement du salaire, c'est du légal aussi. Est-ce que vous avez essayé de regarder si les employeurs ne se contentaient pas uniquement de finalement attendre que les décrets sortent pour dire finalement, on va faire un entretien de début de mandat, on va faire un entretien de fin de mandat, vous voyez, on est quand même super sympa, on va essayer de valoriser vos parcours syndicaux, on va vous former, on va essayer que vous soyez rémunérés comme les panels de comparants, etc. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez fait la comparaison entre le légal et le contenu de l'accord, s'il y avait des employeurs qui allaient plus loin. Merci pour votre question. En réalité, quand on parlait de l'affirmation de grands principes, etc., c'était ça qu'on voulait dire, c'est qu'en réalité, ils se contentaient de reprendre ce qui était écrit dans la loi, de faire des fois des copier-coller de la loi, etc., mais qu'en fait, quand on disait qu'il y avait très peu d'accords qui allaient plus loin, qui mettaient en place des dispositifs concrets et précis, c'est ce que vous parlez, c'est d'aller plus loin que la loi, de vraiment innover, d'essayer des choses, et donc c'était très rare, et en général, c'était plus souvent, ils reprenaient ce que la loi disait. Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec Kylian, dans le sens où c'est aussi pour ça que dans notre présentation, on a souvent parlé de posture de principe. En fait, cette posture-là, c'était la reprise des textes, sans aller nécessairement plus loin, sans mettre des outils. Typiquement, quand on parlait de cette histoire d'entretien de début de mandat, on a l'entretien parce que c'est une obligation légale, mais on a très peu de dispositions précises qui viennent encadrer et rendre ce dispositif effectif. Et donc on reste sur quelque chose de conforme à la loi parce qu'il faut bien l'être, mais sans nécessairement avoir une mise en place vraiment effective de ces dispositifs, ce qui est dommage. Enfin, pour le coup, on se prive de vrais outils et je pense que c'est regrettable. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous vous proposons de regarder un film qui a été réalisé par des étudiants du master et qui nous permet de partager avec vous ce que leur a appris ce projet et leur regard sur le dialogue social. Ont participé à ce film Bérénice Bauduin, Pascal Lokiak, Clara Marchal, Kylian Hoffmann, Léonie Bergeron, Clémentine Bacusa.
le point de départ de cette étude sur la valorisation des parcours syndicaux, c'est une discussion lors d'un colloque universitaire avec des représentants de la DGT qui m'avait proposé de mobiliser les étudiants du Master 2 de droit social pour faire un rapport donc, sur la valorisation des parcours syndicaux. Ce type d'exercice présente, à mon sens, un intérêt tout particulier pour des étudiants qui sont en fin d'études, puisqu'on parle d'étudiants de Master 2. D'une part, pour l'étude du droit du travail, ça donne l'occasion aux étudiants de se plonger entièrement dans l'étude d'accords collectifs, mais c'est aussi au-delà, une façon de montrer aux étudiants ce que propose l'État au soutien donc, de la négociation collective en entreprise. Pour la rédaction du rapport, nous nous sommes répartis au sein de chaque groupe les questions pour que chacun puisse analyser les accords en répondant à une question précise, en suivant une ligne directrice. Nous avons aussi utilisé des logiciels d'intelligence artificielle pour qu'ils nous donnent la proportion exacte d'accords qui prévoyaient ou non telle ou telle mesure. Nous avons beaucoup discuté dans notre groupe pour décider de la manière dont nous voulions rédiger afin d'avoir un rendu unifié. Et nous avons été assez surpris par la quantité de travail qu'il fallait faire puisqu'il y avait beaucoup d'accords collectifs à analyser et il y avait des questions très précises, donc des données très précises à rechercher. Ce projet, il était différent d'un exercice universitaire classique puisqu'il poursuivait un but défini et concret qui était la rédaction d'un rapport qui avait vocation à être publié. Et donc on a tous eu l'impression que notre travail aurait une vraie utilité, justement parce que ce projet avait vocation à avoir une portée normative. Et c'était également particulièrement stimulant de travailler sur la question de la valorisation des parcours syndicaux, car c'est une thématique d'une grande utilité, trop peu souvent abordée. Je ne dirais pas difficulté particulière, mais peut-être une réflexion supplémentaire, puisque certains thèmes étaient abordés de façon beaucoup plus succincte qu'un texte de loi. Donc ça demandait une interprétation plus poussée pour essayer de dégager les idées implicites des auteurs des accords. Les accords sont rédigés de manière assez différente d'une entreprise à une autre, ce qui fait qu'il était parfois difficile d'identifier une structure commune et de savoir où chercher les informations, comparé à des textes réglementaires ou législatifs où la logique est parfois plus clairement identifiée. Je pense que cette expérience me servira dans ma vie professionnelle, puisque durant mon parcours universitaire, je n'avais jamais eu l'occasion de lire et encore moins d'analyser des accords collectifs. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise à lire, à analyser ou à traiter le contenu des accords collectifs. La lecture et l'analyse de nombreux accords collectifs nous a permis de réaliser qu'ils constituaient une précieuse source d'informations, à la fois pour découvrir diverses pratiques de négociation, mais également pour repérer des dispositifs innovants dont on peut s'inspirer. Je dirais la découverte du contenu des accords collectifs. Je dirais diversité du contenu des accords collectifs et des pratiques de négociation. Moi, je dirais la découverte d'un aspect plus pratique de la rédaction juridique. Je dirais l'organisation et la préparation en amont du travail au sein de notre groupe. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la salle. Merci de ce regard très intéressant que vous avez partagé avec nous sur ce que vous a appris ce projet.